Ces sorties médiatiques défraient souvent la chronique, sa plume est alerte. Il est journaliste chevronné, fort d'une expérience de plus de 35 ans dans la profession de journaliste et nommé au Conseil supérieur de la liberté de communication. Asie de Marseille est notre invité et bien sur ce plateau, il vient en qualité d'écrivain parce que à son actif, un roman autobiographique intitulé L'appel du silence paru aux éditions L'Harmattan, un essai intitulé Le Conseil supérieur de la liberté de communication, rôle et impact au Congo paru aux éditions Le Prisca, un roman intitulé Le doute interdit paru aux éditions Aymar. Cette fois-ci, il s'agit d'un ouvrage extraordinaire, sans langue de bois, Asie de Marseille, reste égal à lui-même, Congo, chronique d'une réforme irréversible. C'est de cet ouvrage qu'il s'agit sur ce plateau avec notre écrivain. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi de voir qu'on consacre un temps pour décrypter les livres. Et moi, je suis maintenant un agent des livres. Voilà. Un agent de livres, Asie de Marseille. Comment vous définissez votre personnalité emblématique, personnalité qui, sur son chemin, essaie de laisser beaucoup de spéculations autour. Comment vous définissez vous-même d'abord? Je suis un animal littéraire aujourd'hui. Hier, j'étais un animal journalistique. Celui qui fouinait dans toutes les casseroles où se cache la véritable nourriture de la communication. Et 35 ans après, je suis sorti de là. Et pour aborder maintenant le domaine de l'écriture en tant qu'écrivain, bien sûr. Alors, sur mon passage, évidemment, quand on mène ce métier à fouiner dans toutes ces casseroles dans lesquelles se trouve l'alimentation de la communication, on dit au bec le plus propre, voilà, le jubot le plus rempli. Donc, je ne faisais pas de quartier. C'est un jeu fort. La parole à celui qui sait la prendre le premier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un jeu de coups de patte, comme on dit, et là-bas, c'est sans pitié. Alors, 35 ans après, nanti de cette expérience, je me suis dit, écoutez, je ne vais pas dormir sous mes lauriers, et bien que je sois membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, tout ce que j'ai accumulé comme expertise, comme expérience au niveau des médias, je vais transformer ça dans l'écriture et je vais me spécialiser en roman et en essai. Voilà là où je suis aujourd'hui. Souvent, vos sorties médiatiques ne donnent pas ici à tout le monde d'être unanime. Et vous plaisez bien dans cette posture. Oui, mais si tout le monde fait l'unanimité, vous n'êtes plus humain. C'est pas plus qu'on fait l'unanimité. J'aime quand je sors, 50 disent ils sont d'accord, 50 ils sont pas d'accord. C'est ça, alors. On ne peut pas faire l'unanimité de des points de vue parce que vos points de vue, ça fait propre à l'unanimité. Et quand vos sorties médiatiques ne laissent pas le public indifférent, c'est que vous avez touché votre cible. Quand vous paraissez, personne ne parle. Ça passe une lettre à la poste, vous êtes zéro. Comme toujours, vous avez choisi de parler de votre pays, d'aborder toutes les questions liées au développement de votre pays. Cette fois-ci, dans Chronique d'une réforme irréversible. Déjà le sous-titre, vous dites « L'ignorant affirme et le savant doute, le sage réfléchit ». Ça nous renvoie à quoi tout de suite? Absolument. Mais on vous dit bien, l'ignorant affirme. Quand vous ne savez pas, vous mettez à affirmer. Et on vous dit encore, le savant doute. C'est en doutant qu'on cherche la solution. Je doute du doute de mon doute. C'est en doutant de son doute qu'on décèle la solution. Si vous ne doutez pas, vous ne saurez pas. On dit, celui qui sait qu'il ne sait pas, il saura. C'est dans le doute qu'on sait. Mais l'ignorant lui affirme tout de go. Il a toutes les solutions, il a toute la connaissance, il a tout le savoir. Or, le savoir n'appartient à personne. C'est en mettant en cause perpétuellement votre savoir que vous arrivez au savoir. Voilà. Et quand je dis chronique d'une réforme irréversible, je mets plein pied dans la vie économique et sociale et culturelle du pays. Quand je parle de réforme, elle n'est pas qu'économique. Elle est aussi sociale, elle est aussi culturelle. En fait, elle est aussi politique. C'est tout le Congo que j'embrase dans la réforme, que je mets en feu dans la réforme. Vous mettez en feu tout le Congo dans la réforme et vous présentez le Congo, pays riche en biodiversité, avec 342 km² comme superficie. Et vous dites toutes les politiques mises en place pour le développement du pays n'ont pas abouti. N'ont pas abouti. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire le Congo est déjà développé, on a achevé. Non. De toute façon, l'aboutissement d'un processus, l'aboutissement d'un mandat politique n'est qu'un processus. Le premier point, Yulo a pris à laisser une place, un certain niveau. Massamba Deba après a laissé un autre niveau. Ngwabi après a laissé un certain, bref, jusqu'aujourd'hui. Donc, tout ce temps, ce n'était que des réformes. Quand on quitte l'indépendance, on prend le pays en main.
on commence les réformes. Maintenant, nous sommes indépendants, c'est la colonisation. On commence les réformes politiques, réformes économiques. On nationalise les entreprises. Quand on arrive au socialisme scientifique, c'est encore une réforme politique. Hier, c'était pas ça. Avec Marie-Angèle Socialisme scientifique, c'est une réforme politique. On laisse l'ancien régime en tombe. Et puisque la politique exige que l'économie suive la couleur, quand on a marxisme-léninisme, et les entreprises sont de cette couleur-là. C'est pas le capitalisme. Et quand on revient avec la conférence nationale. La conférence nationale, c'est le plus grand déballage des réformes. La conférence nationale, c'est 99,99% de réformes. Il faut réformer la politique, il faut réformer l'économie, il faut réformer la culture, il faut réformer l'enseignement. Bref, il faut tout réformer. Et quand on sort de là, voilà, on tombe sur les élections qui ont réformé tout. Maintenant, il y a des partis politiques, il y a le multipartisme qui arrive, les gens s'alignent, les partis politiques se créent. Ce sont des réformes. Parti du mono au multipartisme, parti du capitalisme au socialisme, revenir au capitalisme. Voilà comment la politique agit. Et voilà comment ces réformes agissent. Et moi, j'ai voulu regarder tout ça jusqu'à aujourd'hui pour dire le pays est à réformer totalement. Si vous ne reformez pas s'il stagne, il faut chercher une solution. Et là, dans ce livre, vous dites aussi avec des mots clairs, on va dire aussi avec un français beaucoup limpide, que toutes ces réformes n'ont pas abouti. C'est décevant quand même les résultats, mais on se rend compte qu'on dépend toujours de la rente pétrolière. Oui, mais voyez-vous, quand on regarde la population du Congo, aujourd'hui nous sommes à 5 500 000 habitants, 342 km². Une richesse pétrolière incroyable. Un sol très riche. On n'arrive pas à se développer. On n'arrive pas à se développer. Personne ne dit, oui, le pays est déjà développé. On aurait fait un bond en avant quand je dis développement, c'est-à-dire arriver à un certain niveau. C'est pas la population qui pose problème, elle n'est pas assez, c'est pas le voisin d'à côté qui te fait 100 millions d'habitants. C'est vrai que le territoire est grand à côté. Mais chez nous, avec l'échec que nous avons, si nous étions sérieux, pas de corruption, pas de gabégie, pas de détournement, on aurait fait mieux. C'est ce que le livre dit. Et d'ailleurs, vous le dites si bien voilà. dans le livre. Vous le dites si bien. Oui, je le dis dans le livre. S'il n'y avait pas de corruption, pas de gabégie, pas de mauvaise gestion, pas de mauvaise gouvernance, on aurait fait un pas en avant. Et quand je le dis, je ne suis pas seul à le dire. Le premier Congolais le dit dans un message qu'il adresse à la nation avec le Parlement réuni au Congrès. Il dit gabégie, détournement, mauvaise et tout. Il appelle ça en gros les antivaleurs. Et l'Assemblée applaudit. On ne devait pas applaudir, on devait s'inquiéter. Voyez-vous, lui-même qui dirige la barque Congo, Denis Sassou Nguesso dit, il y a la gabégie, il y a le détournement, il y a le laxisme, il y a le vol. Et le problème se pose à quel niveau alors, puisqu'on n'arrive pas à... Au niveau, évidemment, des citoyens. Quand on dit le pays ne marche pas, il n'y a pas que le chef de l'État, il donne une orientation. Chacun là où il se trouve, il doit amener le sien. Tu es journaliste, fais ton travail avec munitie, précision, que ça ne choue pas de ton côté. Je suis écrivain, je dois faire une lecture assez objective, limpide, sincère. Je ne triche pas. La corruption, d'ailleurs, dans le livre, vous faites état de toutes ces réformes avec différentes institutions que les autorités ont mis sur place, mais on se rend compte que ça n'a toujours pas abouti, les réformes mises sur pied. Oui, mais quand vous avez mis les institutions en place, il faut une bonne gouvernance pour que chaque institution joue son rôle. C'est bien d'avoir l'institution en place. Si la douane se comporte dans le continent à détourner, ou le ministre des Finances dit « Je ne suis pas satisfait de votre rendement », il dit on peut faire mieux. C'est ce que le livre dit. On peut faire mieux. Si le ministre, si les régies financières. Vous dites qui peut faire mieux? Mais quand il dit on peut faire mieux, ceux qui sont à cette mission, regardez, la République est faite par cloisonnement. Les militaires s'occupent de la sécurité, les financiers des finances, les enseignants de l'éducation, les journalistes de l'information. Si ça va mal à l'information, ce n'est pas le chef de l'État. C'est des journalistes qui font pas bien leur travail, y compris la structure qui gère la communication. Si ça va mal à la sécurité, c'est pas le chef de l'État. Vous êtes déjà nommé. Pour moi, quand on vous nomme, à vous de montrer que vous êtes capable. Vous êtes l'entraîneur. Je vous mets au terrain. Allez-y jouer. Vous n'avez pas tiré un penalty. Vous n'avez pas fait une belle passe. Vous n'avez pas reprendre de la tête. C'est pas l'entraîneur. C'est vous qui êtes nul. C'est tout. Ou on est brillant, ou on n'est pas brillant. Je suis sévère et avec le chef de l'État, sévère avec le citoyen. Dans le livre, on dit le citoyen. Dans ce livre, voilà. Dans ce livre, à quel niveau vous placez la responsabilité des uns et des autres? Mais l'argent des autres, c'est dans le rendement. Attends, 5 millions d'habitants, 500 000, avec une richesse incroyable. Un sol hyper riche, où on peut s'aimer derrière la maison, ça pousse. On n'est pas capable d'avoir des jeunes qui se donnent à l'agriculture. Je suis journaliste de l'agriculture, c'est peut-être pas moi. Quand j'ai peut-être la possibilité, j'en veux le faire.
On n'est pas capable d'avoir des infrastructures qui nous mettent à l'aise. On n'est pas capable d'avoir le bon courant, la bonne électricité. On n'est pas capable d'avoir on n'est pas capable d'avoir le carburant en permanence. Qu'est-ce qui nous manque? Et en ce moment-là, moi qui suis écrivain, je fais une lecture assez sévère. Et cette lecture sévère rejoint les déclarations du chef de l'État qui lui-même le déclare. Qu'est-ce qui tue le pays? La gabegie. Qu'est-ce qui tue le pays? La mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qui tue le pays? La corruption. Pourtant, et je regarde ça là-dedans. Pourtant, vous avez tendance à l'exempter. Ah non, je vous ai dit, si vous ne m'avez pas suivi, j'ai dit, autant je suis sévère avec le chef de l'État qui le dit, autant je suis sévère avec les citoyens. Mais pour moi, j'ai l'exemple d'un certain niveau. Pourquoi? Parce que je me dis, monsieur, je suis Asie Dominique de Marseille. Si on me dit, aujourd'hui vous êtes par exemple directeur d'un certain secteur, je n'attends pas le chef de l'État me dise comment faire. Voyez-vous, je demande de quoi je suis capable. Dans certains pays, comme vous entendez, je ne parle pas de la sanction, je parle de la capacité de travailler. La sanction ne vient que quand vous avez fait une faute. Pourquoi vous voulez vous faire une faute? Pourquoi voulez-vous voler? C'est ça mon problème à moi, c'est quand un citoyen nommé à une fonction, il doit travailler consciemment. Or, le travail en conscience ne doit pas être de l'État. Dites-moi, vous, pour bien que vous avez besoin de vos directeurs, de vos chaînes de télévision, non. On vous donne une mission, vous devez faire une émission, vous venez vous la faites avec professionnalisme. Et le chef à la maison acclame. Mais quand on dit, il ne punit pas, moi je ne cherche pas la punition, je cherche le bon travail. Voilà, il y a deux éléments différents. Asie de Marseille, ici on a comme l'impression que vous avez tendance à exempter le chef de l'État. Non, je dis non. Non, et oui, je l'ai exempté. Non, pourquoi? Sa responsabilité, c'est de punir ceux qui font mal. Mais c'est pas lui qui punit. Je n'ai jamais vu un chef d'État dire, écoutez, je prends une décision, un tel a mal géré. Non. La punition est du ressort de la loi. C'est-à-dire, quand vous avez volé, vous avez détourné, les inspecteurs d'État ont fait le constat, on vous conduit à la justice vous condamne. La séparation des pouvoirs voudrait que le chef d'État ne s'immisce pas dans le pouvoir judiciaire. La punition de l'ordre du pouvoir judiciaire. Le chef d'État peut relever sa responsabilité, c'est qu'un cadre a détourné. Et si ce cadre-là dépend de sa nomination ou pas, il faut le relever de sa fonction. Oui. Ça, c'est une faute. S'il ne relève pas, c'est une faute. Mais, j'ai supposé un problème. J'inscris un enfant qui va à l'école. S'il échoue, vous dites que moi, je n'ai rien fait. Je lui ai donné tout ce qu'il faut pour aller à l'école. Il y a sa responsabilité, lui, l'enfant. C'est pas de dire, le père, il fait quoi? Non. Le père t'inscrit. Le père a donné des moyens. L'enfant n'est pas capable de bosser, de donner le meilleur de lui-même. Ne rejetez pas de la responsabilité sur l'enfant. Je prends cette image comme un chef d'État. Il t'a nommé à une fonction, tu es ministre, tu es directeur général, tu as sous toi une responsabilité. Accomplis cette responsabilité avec honneur et dignité. Les gens disent, oui, c'est lui qui nomme, mais il ne nomme pas pour mal faire. Je suis le genre de personne, je vous le dis, ça vaut votre attention. Entre la sanction et la félicité, vous choisissez quoi? Je choisis la félicité. C'est-à-dire, quand vous êtes nommé, faites bien. N'attendez pas. Il a mal fait, mais pourquoi vous voulez mal faire? Moi, le premier, c'est celui-là. Voilà pourquoi je dis, en bref, le chef d'État a sa responsabilité. Celui qui nomme, il doit destituer. Mais la plus grosse responsabilité revient au citoyen qui est incapable de faire son travail. Et je vous avais donné l'exemple. Vous êtes entraîneur. Vous avez mis un joueur dans le stade, qu'il a joué. Messieurs, rentrez. S'il n'arrive pas à tirer un penalty, n'arrive pas à faire un dribble, n'arrive pas à faire une passe, vous allez dire quoi? C'est l'entraîneur qui ne sait pas entraîner. Non, il est nul. Vous faites bien de relever dans cet ouvrage cette pauvreté que tout le monde pointe du doigt, pauvreté en République du Congo malgré ses ressources naturelles, sa biodiversité, et vous parlez de cette réforme irréversible. C'est quoi cette réforme irréversible? Mais si nous ne faisons pas de réformes, le pays va stagner et tout va aller mal. Excusez-moi de vous le dire. Je regardais aujourd'hui en tant que journaliste et en tant qu'écrivain. Hier, en tant que journaliste, aujourd'hui en tant qu'écrivain. Quand je regarde l'action du gouvernement, j'ai dit félicitations. Voilà, je suis critique. Je félicite pourquoi? Parce que Colline Makosso a pris à bras le corps les réformes. Jamais avec les institutions internationales, on a atteint ce niveau de négociation. On a, à quelle revue? On a peut-être dépassé la 6e revue. Et pourtant, on peine toujours à mettre en œuvre le peine dès 2020. Mais voilà, je peux vous montrer ceci. Depuis, on compare. Je fais la comparaison. Les premiers ministres sont arrivés. Personne n'a franchi le cap là. Qu'est-ce que j'appelle cap? C'est ici là-dedans. Les réformes aujourd'hui menées par Colline Makosso, moi j'ai étudié le domaine, c'est les réformes les plus avancées depuis que le Congo est établi les premiers ministres. Je prends un exemple simple. Pour prendre le cas du carburant. Le Congo subventionnait son carburant pour que les citoyens payent moins cher. Si vous subventionnez le carburant, les citoyens payent moins cher. Mais c'est une perte énorme. L'État a plusieurs besoins au lieu d'aller subventionner le carburant. Au lieu que les citoyens achètent le carburant au prix
depuis des années. Chaque Premier ministre qui arrive dit, ah, je ne peux pas changer le prix du carburant, sinon le pouvoir va tomber. Pour faire des réformes, il faut être courageux, il faut être audacieux. Il a dit, Monsieur le Président, je suis désolé, je mets le coup de pierre de l'essaim d'abeille, on change le prix du carburant, on a changé. Les gens ont beaucoup boudé. Demain, on va arriver au prix de l'électricité, peut-être au prix du gaz, peut-être au prix de l'eau. Il faut bien, si on ne fait pas ça là, le pouvoir va, si on ne fait pas ça, le pays va pas avancer. Les populations qui ont payé les frais alors. Oui. Les populations payent les frais. Mais le problème n'est pas seulement de payer les frais, c'est que une structure ne peut pas rester stable. Comment voulez-vous que des prix pratiqués depuis 30 ans restent les mêmes? Dans quel pays vous avez vu la voiture qui est vendue à 100 000 francs en 1990 puisse coûter toujours 100 000 francs en 2025? Non. Le temps évoluant, les structures évoluant, les réformes s'imposent. La population évolue, le monde évolue, les prix évoluent. Donc on ne va pas rester en autarcie. Il faut vous adapter à la donne. Aujourd'hui, pour faire le courant, on a besoin d'une population qui est devenue... il y a une grande population aujourd'hui. Hier, c'était 1 million d'habitants. On peut se débrouiller avec le pont du Djoué. Aujourd'hui, c'est des milliers. On est obligé de crier avec le barrage du Djoué, je veux dire. Hier, c'était, pour reprendre, hier, c'était 1 million d'habitants. On peut se débrouiller avec le barrage du Djoué. 15 mégawatts. Aujourd'hui, nous avons quoi? 5 millions d'habitants éparpillés par le Congo. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut un barrage qui s'appelle Moukoulou. Il faut un barrage qui s'appelle Imoulou. Il faut un barrage qui s'appelle Iweso. Les infrastructures. Il faut bien la construction de ces infrastructures. Bien sûr. Et ça doit suivre. Voilà. C'est pas du ressort des populations. Non, mais voilà pourquoi je dis, il faut des réformes. Alors, quand vous venez, vous êtes nommé. Je suis Asie, on me nomme à la fonction, comme Koli Makosso. Qu'est-ce qu'il fait? Il a regardé, Imboulé existe, ok? Le Djoué existe, ok? L'Iweso existe. Mais il faut mettre des infrastructures, comme vous le dites. Il faut bien. Si nous ne mettons pas des infrastructures, ça va servir à quoi? Pourquoi aujourd'hui le Congo pleure? Nous allons peut-être arriver. L'avantage des réformes pour les citoyens lambda. Ça peut être arrivé. Si on ne met pas les infrastructures, ça fait quoi? Il faut bien les bonnes routes. Il faut bien les bonnes écoles parce que les réformes sont aussi les réformes, qu'on appelle ça, non seulement au niveau structurel, mais au niveau humain. Mais l'humain, c'est d'abord l'éducation. Il faut bien former les cadres. L'école, commencer par l'école. Il faut la santé. C'est ça les réformes. Si les réformes ne touchent pas la santé, ne touchent pas l'éducation, ne touchent pas les infrastructures, vous allez les faire pourquoi? Comment voulez-vous booster la production si les voies de communication ne le donnent pas? C'est ça le problème. Et vous parlez des réformes économiques au Congo, initiatives cruciales et stratégiques. Et il faut bien qu'on y arrive. Il faut bien qu'on y arrive. Mais regardez un peu. Je prends cet exemple que je connais mieux. Excusez-moi de prendre cet exemple parce que quand on fait un travail comme ça, on ne ment pas avec la réalité. Je suis parti regarder le barrage de l'Iweso. Le Congo a investi de l'argent pour créer un barrage. Cette zone qui a une grande production minière et forestière se pose un problème de développement. Vous n'allez pas booster le développement dans un secteur. L'électricité est la pièce maîtresse du développement, l'électricité. On ne peut pas prétendre évoluer s'il n'y a pas d'électricité. Et quand on a mis le bas de l'Iweso, cette zone permet aujourd'hui à n'importe quel opérateur économique de dire « J'installe ma scierie dans telle zone, je prends un permis, je peux couper 2 bois pour faire des planches et je les vends. » Ça permet aux petits Congolais qui se trouvent là-bas. Je prends le cas d'une région simple. Les réformes obligent le gouvernement à investir beaucoup d'argent. Tous les départements du Congo étaient reliés à Brazzaville par goudron, sauf Evo. Le gouvernement a dit non, il faut mettre l'argent. Ils ont pris la route à Evo, à Bunji jusqu'à Evo. C'est des milliards. Il nous faut le courant. Ils ont pris de l'argent, ils ont pris jusqu'à Evo. Il nous faut les bâtiments administratifs. Mais l'État doit continuer à mettre de l'argent. J'insiste parce que... Et pourtant oui. Le département de la Lukwala reste dans le désenclavement. Je suis en train d'arriver. Je veux en train de vous montrer des exemples. Nous, à Evo, on peut se dire, on a le courant. Quand je nous, en tant que Congolais, ça peut être nous, à Ifondo, on va y arriver. Okay. C'est que, il y a le courant, il y a la route. Evo est aujourd'hui relié à la capitale centrale, Brazzaville, par goudron et par l'électricité. Et c'est ça la réforme. Le gouvernement a mis de l'argent. Alors, les incidents, c'est quoi? Le petit opérateur économique d'Evo, qui ne sait pas ce qu'on appelle le courant et la route. Comment voulez-vous qu'il se développe? Comment voulez-vous qu'il crée une petite structure s'il n'a pas le courant? Là, vous parlez déjà des avantages de la... Voilà des avantages. Parce que les réformes, il faut que le citoyen, à l'intérieur, lambda, gagne. Si les réformes, vous les faites seulement pour Brazzaville, le courant c'est Brazzaville, le goudron c'est Brazzaville, l'eau c'est Brazzaville, le citoyen à l'intérieur va gagner quoi? Ici, on dit, les réformes soient efficaces quand elles servent toute la République. Et les bourgeois de Brazzaville, les citadins entre guillemets, et le paysan. Vous dites si bien dans votre ouvrage qu'on ne peut pas parler des réformes avec la mauvaise gestion des ressources également. On se rend compte que ça reste un véritable péché. Là. Bien sûr. Mais alors, cher frère journaliste,
Quand on dit réformer, l'État y met de l'argent. On se bat pour que ça aille bien. Mais si ceux qui sont à la manœuvre brillent par la gabégie, par le doute, par la mauvaise gouvernance, on ne peut pas avancer. Voilà pourquoi j'attire l'attention. Les réformes marchent quand le citoyen sait faire réformer dans sa propre tête. Qu'il soit conscient que la grande réforme, c'est dans ma conscience. Comme les Espagnols disent, dans ma cabeza. Si là-dedans, il n'a pas changé, ça ne changera pas. C'est bien, on y met l'argent pour qu'on ait un pont, on ait une route, on met l'électricité dans la Yukwala. Mais si celui qui s'occupe de ce dossier se met à détourner. Là, vous parlez des communes de l'État. Voilà. Si se met, mais je parle bien des communes de l'État, ils mettent à détourner. Si ceux doivent charger de ces questions, ne le font pas avec du sérieux. On va faire comment? Ça va pas marcher. Les réformes ici, c'est bien. L'État peut mettre de l'argent, mais il faudrait bien que les gens qui assument ces responsabilités-là soient des gens honnêtes. Voilà pourquoi dans ce bouquin, je parle de la bonne gouvernance. On a toutes les institutions, oui. Tout existe, oui. Les femmes sont représentées. Les jeunes sont représentés. Tout le monde est représenté. Les institutions existent. La jeunesse est représentée. Le pays est le Congo est l'un des pays au monde qui voit toutes les sphères de la société représentées au niveau du pouvoir. Le conseil de la jeunesse, vous le savez, des femmes, des personnes vivant avec tout le monde. Mais c'est beau. Alors, ces personnes qui sont des institutions, qu'est-ce qu'ils attendent? Il faut qu'ils donnent le meilleur de eux-mêmes pour que ces institutions servent à la République. C'est pas la peine d'avoir une myriade d'institutions et le citoyen ne voit pas comment le pays évolue. Il faut que le citoyen puisse gagner de ces réformes-là. Et ces institutions-là sont des réformes politiques et institutionnelles, que j'applaudis d'ailleurs. Vous touchez un épineux problème. Il s'agit de l'électrification, l'électricité. Oui. Vous parlez d'incontournable réforme du secteur de l'électricité au Congo, quand on sait pertinemment que ça fait couler encre et salive cette question de la réforme, surtout de ECAREC ou encore de la Société nationale de l'énergie du Congo. Bien. Et quand j'ai écrit ce livre, je suis parti de ma curiosité fouiner dans les documents de ECAREC. Et vous voyez que dans ce livre, il y a un schéma d'affermage proposé par ECAREC. Dans la réforme de l'électricité au Congo, je le dis, c'est mon point de vue, il est discutable. Notez, je suis pas économiste, je suis écrivain de formation journalistique qui a je peux dire entre guillemets, une grande culture générale. J'aborde des questions économiques ici. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ah non. Quand on veut réformer une entreprise d'État, comme la SNDE, aujourd'hui ECAREC, on veut privatiser parce qu'il faut faire la réforme. L'État devrait être toujours majoritaire parce que c'est un secteur de souveraineté. 51% l'État prend, 49% donne à tous les citoyens au privé. En ce moment-là, notre société d'État qui se trouve ECAREC se positionne comme le partenaire du gouvernement. Le gouvernement dit, écoutez, moi je prends 51%, ECAREC tu gères ma part. 49% je donne au privé. Il faut que l'État, c'est moi qui le dis, je suis pas économiste, mais c'est mon point de vue. Il faut que l'État garde sa majorité dans des secteurs où l'État a la souveraineté. L'eau, l'électricité, le carburant, c'est des domaines de souveraineté. On ne peut pas privatiser à volo, donner à des privés, parce que l'inconvénient de ces réformes, c'est quoi? Un privé qui prend à sa manière, il peut ne pas se contenter, peut se contenter plutôt du bénéfice qu'il gagne que du service qu'il donne à la population. Donc là, vous voulez parler des réformes ne doivent pas être faites à l'aveuglette. Pas à l'aveuglette. Il faut que nous mesurons la dangerosité d'une part et les avancées de l'autre part des réformes. Dangerosité parce que celui qui prend, il dit, bon, écoutez, moi je cherche le profit. Toute réforme qui cherche que le profit ne sert pas la population de la manière la plus équitable, la plus adéquate. Ces réformes-là sont nulles. Parce que le citoyen doit se retrouver là-dedans. Si le citoyen ne se retrouve pas, c'est pas la peine. Puisqu'on en parle déjà, quel est aujourd'hui votre point de vue par rapport à la réforme initiée par le gouvernement au sujet de ECAREC? Bon, cette réforme, mon point de vue, est un point de vue que je dirais, et qui porte beaucoup de doutes sur la crédibilité de cette réforme. Pourquoi? Je suis pas ingénieur en la matière. Quand vous faites une réforme, que les concernés, si on le fait dans la presse, les jeunes doivent se sentir à l'aise. Si les concernés ne se sentent pas à l'aise, les délégations sont venues de toutes les régions pour dire cette réforme, nous n'en voulons pas. Le gouvernement doit s'asseoir avec chaque partenaire pour discuter et trouver un bon sens. Je suis écrivain, je lis la société. D'un côté, je soutiens le gouvernement, de l'autre côté, je soutiens les syndicalistes. Parce que entre les deux, je me dis, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je vois le chef de l'État dire au gouvernement, reprenez votre copie pour qu'on puisse faire de telle sorte que tout le monde soit d'accord. Évidemment. Donc, on attend la fameuse copie qu'ils vont reprendre pour que le système ECAREC marche. Voilà pourquoi, dans ce livre, je fais un projet, je publie un projet de réforme que ECAREC a initié.
ce projet dans ce livre qui dit, nous voulons, quand j'ai fait cette enquête, ils disent, pour nous, l'État doit être majoritaire et non minoritaire. Or, dans l'ancienne réforme, l'État n'avait que 20%. Mais pour eux, l'État devrait avoir, et pour moi, l'État devrait avoir 51% ou plus de 50%. Parce que c'était un domaine stratégique pour lequel l'État ne peut pas laisser un domaine comme ça, que le privé soit majoritaire. Voilà. Donc, pour moi, mon point de vue est que cette réforme est à retoucher. Je ne dis pas qu'elle est médiocre, je ne dis pas qu'elle est bonne, mais elle a mi-figue, mi-raisin, et le chef d'État dit retoucher là. Et vous parlez bien des réformes, c'est pas ce qui manque d'ailleurs. On a tous les documents élaborés en République du Congo, justement pour qu'on parvienne à un développement, comme on dit aujourd'hui, durable. Mais on se rend compte que le problème reste au niveau de l'humain. Mais comment faire aujourd'hui pour réformer l'humain? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'aboutir à des vrais résultats concrets pour des populations qui restent dans la pauvreté extrême? Mais je vous ai dit que la réforme, elle aussi mentale. Celui qui dirige les hommes, qui dit cette réforme-là, celui qui a la gouverne de la République en main, le chef d'État et toutes les institutions gouvernementales, il faut bien qu'il soit sévère, que la punition suive, que le détournement soit sanctionné, que les citoyens que le travail soit suivi à la lettre. Les réformes ne peuvent pas sortir, on ne peut pas sortir de l'argent pour vouloir faire des réformes si derrière, ça ne suit pas. En ce moment-là, le citoyen, qu'est-ce qu'il va gagner? Le problème congolais, comme vous le posez, c'est un problème mental. Le citoyen, il faut réformer le mental. Il faut reformater le logiciel mental du Congolais. On reçoit sur ce plateau Asie de Marseille avec lui nous parlons du Congo, chronique d'une réforme irréversible. Justement, comme nous l'avions annoncé dès l'entame de cette émission, sans langue de bois, Asie de Marseille aborde toutes les questions liées au développement du Congo avec un focus sur le secteur de l'électricité et aussi d'autres secteurs. Et aujourd'hui, est-ce que l'on peut parler de la diversification de l'économie selon des réformes comme vous abordez ici? Mais, mon cher ami, les réformes contribuent à la diversification de l'économie, évidemment. Mais écoutez, si je me dis, écoutez, il nous faut reformer les infrastructures, c'est-à-dire, on va construire de nouvelles routes, on va faire des barrages, on va faire tout. Mais ça donne l'emploi. Diversification de l'économie parce que il y a eu une incidence financière. Si vous mettez de goudron qui quitte Brazzaville, je reviens sur Evo. La diversification, c'est quoi? La maman qui est là-bas, le papa qui est là-bas. L'agriculture va être boostée. Le ministre de l'Agriculture peut aller ouvrir ses arbres et les jeunes vont aller travailler là-bas, ils vont oublier le pétrole. Et ça va être coulé à Brazzaville parce qu'il y a la route, parce qu'il y a le courant. Donc, dans tous les secteurs, quand l'État y met des moyens, il y a une incidence sur la diversification de l'économie. Parce que la structure qui est boostée crée des emplois directs et indirects. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on ne peut plus compter sur le pétrole. Non. On va construire des hôpitaux. Chaque hôpital qui a dans une région amène du travail. Il y a ceux qui travaillent à la cuisine, il y a ceux qui travaillent à côté de l'hôpital, et ceux qui font l'entretien, ça amène. On peut amener aujourd'hui une école. C'est des enseignants qu'on va utiliser. C'est des jeunes qui vont avoir du boulot. On tend déjà vers la fin de cette émission. Dernière question, puisque vous parlez des réformes. Je veux bien répondre ici des mots que vous utilisez. Chronique d'une réforme irréversible. Asie de Marseille, comment limiter la corruption dans un pays où on sait que ça reste un vrai fléau malgré les institutions mises en place? C'est la sanction. S'il n'y a pas la sanction, c'est pas la peine. Dernière question, Asie de Marseille. L'avenir du pays après 2026. Comment vous voyez le pays? Je pense qu'il y aurait un avenir positif. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'évoluer. Si vous me dites de faire le bilan, c'est une question que vous ne me posez pas implicitement, c'est comme vous me la posez. Je vous dis une chose. Un bilan, pour le faire, il faut le comparer. Un bilan, c'est un acte comparatif. Nous avons pris le pays après les indépendances, comme les kilomètres de goudron, combien de barrages, combien d'emplois, combien de fonctionnaires, les voiries urbaines, la ville. On fait le point. Après les indépendances, nous sommes à 65 ans. Vous le faites déjà dans voilà. votre ouvrage? Quand je dis 65 ans, voilà, je le fais dans cet ouvrage. 65 ans. Qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui? Presque rien. J'ai dit si. Pourquoi? Hier, je ne peux pas partir à Pointe-Noire, qui était ici à 8h, arriver à 15h. C'est formidable. Je prends ici, j'arrive à Pointe-Noire, je règle un problème, je reviens. Je ne peux pas aujourd'hui quitter chez moi, arriver le même jour. Quand je quittais chez moi pour venir à Brazzaville, je faisais 4 jours en route. Aujourd'hui, je peux suivre Télé Congo chez moi. Je ne le suivais pas hier.
Aujourd'hui, je peux suivre Télé Congo à Paris, je ne le suivais pas hier. Aujourd'hui, je peux me lever un bon pour dire. C'est quand même basique, ça, en effet. Je suis en train d'y aller. C'est des actes qui sont posés. Je ne suis pas négativiste à fond. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont progressé. Quand je suis aujourd'hui, je prends Brazzaville, je roule, je m'en vais à Dolisie. J'ai 26 km de voirie urbaine. Et quand j'allais à Dolisie, c'était la terre rouge, je ne pouvais pas avoir le goudron sur 4 km. Quand je vais à Pointe-Noire, on refait, on décapite, ça marche. J'ai vu l'intérieur du pays galvanisé. Le Congo est l'un des pays, sinon le seul pays en Afrique, qui a uniformisé les structures administratives à l'intérieur du pays. Tous les préfets ont le même bâtiment, que les maires le même bâtiment, que les sous-préfets le même bâtiment. Personne n'envie personne, même si c'est le chef de l'État. Je ne trouve pas ça dans d'autres pays. Aujourd'hui, quand même, c'est le jour et la nuit. Quand vous allez dans certains départements où c'est des éléphants blancs, où les sièges de préfecture ne ressemblent plus à rien, en effet. Oui, mais s'il y a des départements qui n'ont pas terminé leur siège de la préfecture, mais ils doivent rendre compte. Je suis parti à Sibiti, c'est fait. Je suis parti à Dolisie, c'est fait. Je suis parti à Ivo, c'est fait. Je suis parti à Ouesso, c'est fait. Je suis parti à Djambala, c'est fait. Si je compte 10 régions, sur les 10, j'ai trouvé 12. J'ai trouvé les 10 qui ont été. J'ai bien envie de conclure cette émission. Voilà. Asie devenu Marseille, dites-nous, on va terminer par là, dites-nous, sous quel angle vous placez cette réforme irréversible, puisque vous citez tout ce qui marche. Ah non, il n'y a pas que ce qui marche. Je vous dis ce qui ne marche pas. Dans ce livre-là, il y a ce qui ne marche pas, et je n'ai pas mâché les mots comme je vous l'ai dit, et il y a ce qui marche. Vous me posez la question de savoir, après 2026. Ce livre ne parle pas de 2026. J'ai dit, je crois que le pays va évoluer. C'est vrai, avec beaucoup de plaisir sur ce plateau, il nous parlait du Congo, chronique d'une réforme irréversible, un ouvrage, un essai paru aux éditions Le Prisque. C'était un plaisir et à nous revoir très prochainement, et on pense que cette fois-là avec un nouvel ouvrage. Je peux vous l'annoncer, un autre essai qui arrive. Les biens mal acquis, la France n'a pas le droit de dire le droit. Merci beaucoup, Asie devenu Marseille. Ça s'annonce déjà très intéressant. Et on recevait ici Asie devenu Marseille, journaliste chevronné, fort d'une expérience de plus de 35 ans dans la profession, au Conseil supérieur de la liberté de communication, écrivain avec différents ouvrages déjà à son actif. Le tout dernier, Congo, chronique d'une réforme irréversible. C'était un plaisir. Merci à vous de suivre Vox, le Congo, ville de l'intérieur. À très bientôt.